Récemment encore, les chercheurs étaient convaincus que le cerveau d'un adulte ne pouvait plus changer et que les connexions cérébrales se mettaient en place de façon définitive au cours de l'enfance. Or, on est en train de découvrir que le cerveau est en fait plastique et peut se modifier, ce qui n'est pas toujours un bien. Car certains changements entraînent des effets négatifs. Troubles obsessionnels compulsifs, stress post-traumatique, voire schizophrénie. Mais l'esprit peut apprendre à maîtriser la plasticité d'un cerveau endommagé, ce qui ouvre la voie à de nouveaux traitements contre des maladies et des troubles mentaux que l'on pensait jusqu'à présent incurables. Dire à quelqu'un « Hey, c'est votre cerveau qui vous envoie un message erroné », ça l'aide. Ça pourrait changer le cours de l'existence d'une personne. Ça a un impact d'ordre médical. Le cerveau change sur le plan physique, chimique et fonctionnel. Pour l'instant, on ignore quelles sont les limites. Ça nous réserve encore de belles surprises. Je suis le docteur Norman Doidge, auteur du livre « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau ». La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer sa structure et ses fonctions par le seul pouvoir de l'esprit. C'est une avancée majeure dans notre compréhension de cet organe. Car pendant 400 ans, on a considéré le cerveau comme une machine composée de différentes pièces. Et cette approche a engendré un certain fatalisme neurologique. Les gens qui souffraient de lésions cérébrales, qu'elles soient congénitales ou acquises, étaient condamnés à vivre avec. Car une machine, aussi extraordinaire soit-elle, ne peut pas changer ses pièces et se réparer toute seule. On s'inquiète tous. On s'inquiète parce qu'on est des animaux intelligents. Mais la même intelligence qui nous permet de planifier, d'imaginer, de conjecturer, nous permet aussi d'anticiper des conséquences négatives. On ne s'inquiète pas tous de la même manière. Parmi les plus angoissés, il y a les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC. Leur problème n'existe que dans leur tête. Et elles en souffrent d'autant plus qu'elles ne peuvent pas y échapper. Or, les TOC peuvent souvent être soignés grâce à la neuroplasticité. C'est ce qu'a découvert le docteur Jeffrey Schwartz. Certaines personnes sont assaillies par des pensées et des besoins compulsifs qu'ils ne peuvent pas réprimer. L'individu est déchiré par un conflit interne et se retrouve complètement piégé. Plus il cède à son TOC, plus le trouble s'aggrave. C'est un mécanisme dangereux. Quand on souffre d'un TOC, on a l'impression d'être enfermé dans son esprit, comme si un marionnettiste nous faisait faire des choses contre notre volonté. On ressent une telle anxiété, un tel stress qu'on en est malade physiquement. Par peur des germes, je me lavais sans arrêt les mains. Je mettais même du désinfectant sur mon visage, mes bras et mes jambes. On finit par s'effondrer. Je me sentais tout le temps coupable. J'avais sans arrêt l'impression de commettre un péché. Et puis, j'ai cru avoir trouvé un moyen de me libérer de ça. Je priais Dieu et lui demandais de me pardonner. Je priais à longueur de journée, en m'occupant de mes enfants, en cuisinant ou en changeant les couches. Je disais « Pardonnez-moi ». Je priais pour la même chose encore et encore. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir été pardonnée. Le sentiment de culpabilité était toujours là. Le nettoyage compulsif. Quand j'ai commencé à éprouver ce sentiment d'angoisse et de malaise terrible, sans savoir pourquoi, j'ai traversé des moments très difficiles. Je me sentais pris au piège, obligé d'agir comme ça contre ma volonté.
Les autres n'étaient pas comme ça. Je me disais, c'est quoi mon problème? Quand on s'inquiète, ça se passe en 3 étapes. D'abord, une aire située à l'avant du cerveau détecte une erreur. Elle envoie un signal vers une autre zone du cerveau, le cortex singulaire antérieur. C'est lui qui déclenche le sentiment d'inquiétude et fait qu'on reste fixé là-dessus jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. Quand c'est fait, une 3e aire du cerveau, le noyau codé, qui fonctionne comme une boîte de vitesse cérébrale, nous fait passer à autre chose. Mais chez les individus qui souffrent d'un TOC, cette boîte de vitesse est grippée. Comme ça bloque, le malade tente de corriger l'erreur encore et encore. À chaque fois qu'il y parvient, son inquiétude est apaisée pour un temps. Mais comme les neurones qui sont activés simultanément se connectent entre eux, il se met en tête que pour calmer son angoisse, il doit continuer de corriger l'erreur. Ça marche momentanément, mais à long terme, l'obsession s'aggrave. Le TOC est un cercle vicieux. Plus on nettoie, plus on vérifie, et pire c'est. C'est logique du point de vue plastique. Plus une personne pense aux microbes, plus elle établit involontairement des connexions entre microbes et dangers dans son cerveau, au lieu de renforcer la zone trop faible, c'est-à-dire la boîte de vitesse cérébrale. Puisque les symptômes sont aggravés lorsque les gens répètent indéfiniment ces gestes, si je parviens à leur faire comprendre qu'il est essentiel de résister à cette compulsion, ça renforcera des circuits parallèles et mettra en sommeil les circuits pathologiques. Répéter régulièrement, ce processus peut changer la façon dont le cerveau fonctionne. Le docteur Schwartz s'est demandé si les patients pouvaient actionner la boîte de vitesse du noyau codé manuellement. D'abord en ayant conscience qu'ils allaient céder à un TOC, puis en se concentrant activement sur autre chose que leur sujet d'inquiétude. L'être humain est le seul qui ait la capacité de prendre conscience des choses, de sortir de lui-même et d'adopter la position d'un spectateur impartial. Nous ne sommes pas notre cerveau. Développer une conscience extérieure est difficile, mais c'est la clé du traitement de Jeffrey Schwartz. Le spectateur impartial me dit que ce n'est pas vrai. C'est le cerveau qui a des ratés et qui fait ce qui lui plaît. J'ai toujours su qu'il y avait un moi différent à l'intérieur qui me disait « ce n'est pas rationnel, c'est pathologique ». Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Ça résume parfaitement le mécanisme des troubles obsessionnels compulsifs. Le cerveau nous fait croire des choses qui, en réalité, sont dues à des connexions cérébrales qui nous jouent des tours. Le docteur Jeffrey Schwartz a mis au point une thérapie en 4 étapes qui s'inspire des enseignements bouddhistes sur la pleine conscience. Le but est que le patient exploite la neuroplasticité afin que son cerveau travaille pour lui au lieu de contre lui. Première étape, la personne qui sent venir un TOC doit prendre du recul et redéfinir ce qui lui arrive afin de comprendre qu'elle n'est pas victime des microbes, mais de son obsession. Quand je suis pris d'un besoin compulsif obsessionnel, d'abord, je le redéfinis comme tel. Appelez ça un TOC. Ne dites pas « j'ai besoin de me laver les mains », mais « mon TOC fait que j'éprouve le besoin de me laver les mains ». Deuxième étape, se dire que ces pensées obsessionnelles sont dues à des connexions cérébrales pathologiques et se rappeler les interactions entre les 3 zones concernées du cerveau. On attribue l'angoisse ressentie à une action du cerveau. Troisième étape, se recadrer. Détourner manuellement son attention des obsessions pathologiques et la reporter sur un comportement sain et constructif. Dès que je suis tracassée, je fais autre chose.
C'est là que la neuroplasticité intervient. En utilisant son cerveau et en concentrant son attention de façon constructive, on stabilise des connexions cérébrales parallèles. Quatrième et dernière étape, constater que les obsessions et les compulsions diminuent et les considérer comme des détournements parasites de l'attention auxquels il ne faut pas céder. Quand on fait ça régulièrement, on restructure son cerveau. Quand on est pris du besoin irrépressible de se laver les mains, on se dit « Ah, c'est encore un coup de mon toc ». Et là, le cerveau travaille pour vous, pas contre vous. Le scanner cérébral des patients dont l'état s'est amélioré a montré que la boîte de vitesse cérébrale, le noyau codé, n'était plus grippée, parce que les patients avaient réussi à embrayer sur autre chose que leurs angoisses. Leur cerveau avait changé sa structure et son fonctionnement par l'action de la pensée. On transforme radicalement la structure profonde de sa nature biologique par une prise de conscience des efforts et de la concentration. Je contrôle mon TOC et j'ai envie de le faire savoir à tout le monde. Si je pouvais grimper au sommet d'une montagne et crier que c'est génial, je le ferais. La pleine conscience est une manière de trouver la paix intérieure. J'avais les mains en sang, tellement je les lavais. J'avais des crevasses au niveau des articulations et c'était douloureux. Aujourd'hui, elles témoignent physiquement du chemin que j'ai parcouru. Je serai éternellement reconnaissant au Dr Schwartz de m'avoir exposé sa théorie. Elle m'a permis de structurer mon propre cerveau et de contrôler les répercussions de mon TOC sur ma vie. La neuroplasticité autodirigée est efficace. Elle aide à moins souffrir. J'ai perdu 10 ou 12 ans de ma vie. J'avais des images qui me revenaient, des cauchemars. Avant, j'avais une vie tranquille. 3 Golden Retrievers, une petite amie, une chouette maison. Et puis c'est arrivé et j'ai tout perdu. Je me réveillais tous les matins avec l'envie de mourir. Je ne voulais pas vivre un jour de plus. Le syndrome de stress post-traumatique est un trouble neuroplastique par excellence. Un individu dont le système nerveux fonctionne normalement vit une expérience terrible sur le plan mental qui bouleverse son existence et altère fondamentalement son système nerveux. Plus il revit l'événement, plus celui-ci s'ancre dans son esprit et en perturbe le fonctionnement. Tout le monde avançait dans la vie. Moi, j'avais le sentiment d'être à la traîne. Un bruit, n'importe quoi pouvait servir de déclic. Et d'un seul coup, je replongeais. L'aboiement d'un chien ou des cris d'enfant m'y faisaient immédiatement repenser. Le Rottweiler m'avait attrapé par la jambe et me secouait dans tous les sens comme une poupée de chiffon. J'ai vu mon fils essayer de sortir de sa poussette. Ça a attiré l'attention du chien qui s'est retourné et s'est jeté sur la tête du bébé. Je rentrais du travail. J'ai trouvé mon frère pendu dans l'entrée. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. La plasticité de notre cerveau le rend aussi très vulnérable. Un traumatisme peut l'altérer et engendrer un syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT. Mais le docteur Alain Brunet, psychologue clinicien à l'université McGill, a trouvé un moyen d'utiliser la neuroplasticité pour guérir ses patients. Malheureusement, chaque jour, des gens peuvent vivre un traumatisme qui peut évoluer vers un syndrome de stress post-traumatique. Des victimes de viols, d'abus sexuels, d'accidents, tous sont changés par ce qu'ils ont vécu et ne seront plus jamais les mêmes. Jamais. Nous avons mis au point un nouveau traitement contre le SSPT qui pourrait révolutionner la façon dont les psychologues soignent leurs patients.
Lorsqu'un individu vit une expérience traumatisante, son cerveau est tellement accablé qu'il ne parvient pas à archiver les pensées et les sentiments que l'événement suscite dans leur mémoire. Et donc, ces pensées ne cessent de ressurgir, comme si l'événement se produisait dans le présent. On est en enfer et on ne peut pas s'enfuir. On vit avec un mauvais souvenir tellement vivace qu'il revient plusieurs fois par jour. J'étais malade physiquement. Je transpirais, je tremblais, j'avais envie d'aller me cacher dans un placard pour que personne ne sache que j'existais. Pour que le traitement marche, il faut faire remonter le souvenir. Pendant les séances, on contrôle certains paramètres physiologiques du patient afin de déterminer si le circuit cérébral de la peur est activé. Ceci a permis d'établir que chaque fois qu'un événement mental est ramené à la conscience, la plasticité de ce circuit est accrue pendant un moment. C'est l'occasion de modifier ce circuit et, dans le cas d'un traumatisme, d'archiver l'événement mental là où il devrait normalement être, dans le passé. Au cours des séances, nous demandons aux patients de se remémorer l'événement traumatique après lui avoir fait prendre du propanolol, un produit qui atténue les émotions provoquées par le souvenir. On administre aux patients une faible dose de propanolol, un médicament prescrit dans les cas d'hypertension. Ensuite, on lui demande de rédiger un compte-rendu détaillé de son traumatisme. Puis on lui fait lire ce qu'il a écrit. Ça dure généralement moins de 10 minutes. C'est le 3 septembre, 9h20. Il fait beau et je viens de commencer mon travail au magasin. Le patient revient la semaine suivante, prend le médicament et lit une nouvelle fois son compte-rendu. Il recommence ainsi une fois par semaine, pendant 5 semaines. La première fois que j'ai testé cette méthode, je ne pensais pas qu'elle marcherait tellement c'est simple. On s'est aperçu que les 3/4 des gens ne présentaient plus les critères diagnostiques du SSPT après la thérapie. Ça a changé leur vie. Quand j'ai dû écrire ce qui m'était arrivé, je me suis rendu compte que j'étais encore très en colère. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, les cauchemars sont revenus. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? À chaque séance, je devais relire toute l'histoire. C'était très difficile. Elle pleure. La jeune commis vient de rentrer et je lui dis de s'occuper des clients pendant que je prépare ma commande. Pendant ce temps, le gars qui avait l'air nerveux me dit « Get in the back ». Va derrière et ouvre le coffre. On va au fond, vers le coffre. Son arme est braquée sur ma tête. La jeune commis arrive avec l'autre gars. Elle aussi est attachée. Elle tremble. Elle pleure. Encore une fois, il vous met le gun sur votre tête et vous demande « Où est la clé ?» Je suis certain, comme je suis un témoin, qu'il va revenir et me tuer. Mon cœur bat très vite. À 12 ans, j'ai dû me faire opérer des amygdales. Je me suis retrouvée seule à l'hôpital. Quand je suis entrée dans le bureau du médecin, j'ai tout de suite remarqué que les murs étaient capitonnés. Il a fermé la porte à clé et a mis la clé dans sa poche. Et là, je me suis dit, oh non. Quand il a commencé à me toucher, j'ai su que j'étais prise au piège et qu'il ferait ce qu'il avait envie de faire avec moi. À 12 ans, on ne sait pas qu'un homme peut vous faire mal de cette façon. Ça a été particulièrement dégradant et humiliant. Le gros noir dit à l'autre gars « Descends-le ». À ce moment, mon cœur bat fort et je suis sûr qu'il va mourir. Je sens le gun sur ma tête, mais il frappe la tête seulement. Je tombe par terre et je joue le mort. Je crois que c'était la 5e semaine. Je devais relire l'histoire et tout d'un coup, je me suis senti complètement détaché, comme si je lisais un livre.
C'était violent, mais ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre. J'ai eu envie de rire et je me souviens qu'après, j'ai dit au médecin, « Vous tenez un truc d'enfer, ça va aider beaucoup de gens. » Quand des neurones sont activés simultanément, les connexions entre eux se renforcent. Donc, chaque fois qu'une personne se remémore un traumatisme, elle intensifie les connexions entre le souvenir traumatisant et le déclenchement du circuit cérébral de la peur. À l'inverse, entre des neurones activés de façon indépendante, les connexions s'affaiblissent. Donc, si on bloque chimiquement la stimulation du circuit de la peur pendant la lecture du compte-rendu du traumatisme, on parvient à inhiber les connexions en désynchronisant l'activation des neurones. Ces souvenirs ne me font plus souffrir. Je m'en souviens de temps en temps, mais je peux regarder un film qui évoque le même sujet sans que ça me renvoie systématiquement à tout ça. Et là, je me dis, je suis guérie. Cette nouvelle thérapie joue sur le fait que lorsqu'un patient se rappelle un événement traumatique, le circuit qui gère ce souvenir devient plus malléable. La démarche d'Alain Brunet est unique dans le sens où elle s'appuie sur notre compréhension de la neuroplasticité au niveau mental et biochimique. On ne cherche pas à effacer ce souvenir, mais à le transformer en quelque chose que le patient peut accepter d'évoquer. Ça restera un mauvais souvenir, mais un souvenir qui appartient au passé. On n'oublie pas, mais on s'en souvient moins souvent et ce n'est plus une souffrance. On peut passer à autre chose. C'est un mauvais souvenir, comme tout le monde en a. Ce n'est plus un traumatisme. Certains de mes amis qui me connaissent depuis des années m'ont dit « On retrouve l'ancien Joël ». J'ai de l'ambition, j'ai envie de vivre à nouveau. J'apprécie les choses. C'est parfois des émotions toutes simples, comme retomber amoureux. C'est super, ça me manquait. J'étais un travailleur acharné et j'aimais mon métier. Ça m'a détruit. Ça a été un changement terrible. J'avais complètement perdu la parole. Je communiquais avec ma famille par signes. Maintenant, je parle un peu, mais avant, j'étais incapable d'articuler un mot. Je faisais comme ça. Pas un mot. Pendant 3 ans, rien. Un accident vasculaire cérébral est aussi soudain que catastrophique. Le cerveau est frappé de l'intérieur quand une hémorragie ou un caillot interrompt la circulation sanguine, provoquant la mort des tissus cérébraux. Souvent, un AVC engendre une paralysie. Mais si l'AVC se produit dans l'hémisphère gauche, qui traite des aspects importants de la communication grâce à l'aire de Broca, l'aire de Wernicke et les connexions neuronales entre elles, nous perdons la capacité de nous exprimer et de comprendre le langage parlé ou écrit. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. Tout change. La vie n'est plus la même. Imaginez que vous ne puissiez ni communiquer ni parler. Au bout d'un moment, vous êtes complètement isolé. À long terme, cet isolement va entraîner un changement de votre personnalité, parce que votre existence devient complètement différente dans un contexte de privation du langage. Dans les premiers mois qui suivent un AVC, certains patients aphasiques récupèrent une partie de leur faculté de langage.
Mais le docteur Friedman Pulvermüller, neuroscientifique à l'Institut de la cognition et des sciences du cerveau à Cambridge en Angleterre, a mis en œuvre les principes de la neuroplasticité afin d'améliorer considérablement leurs capacités. On dit généralement qu'un an après un AVC, les capacités de langage ne s'améliorent plus. Nous avons démontré que c'était faux. Allez plus loin. Friedman Pulvermüller s'inspire des travaux du docteur Edward Taub, un des pionniers de la neuroplasticité du cerveau. Celui-ci a montré que certaines conséquences physiques d'un AVC étaient dues à ce qu'il a appelé la non-utilisation acquise. Parfait. Après un AVC, le cerveau est encore secoué. Et quand un patient tente de réutiliser pour la première fois le membre paralysé, ça ne marche pas. Après plusieurs échecs, il apprend inconsciemment à ne plus s'en servir. Ce qui reste des aires endommagées du cerveau s'atrophie peu à peu. Mais Edward Taub a découvert qu'on pouvait reconnecter le cerveau afin de surmonter la non-utilisation acquise grâce à la thérapie par contrainte induite. Bien, encore. Ça va, monsieur Taylor? La main valide du patient est dans une sorte de moufle, ce qui l'oblige à se servir de son bras paralysé pour effectuer des tâches simples. Il la porte toute la journée ici et la met le plus souvent possible chez lui. Pour ne pas se servir de sa bonne main. Exact. Quand le patient s'efforce de faire travailler son bras paralysé, dans son cerveau, les neurones établissent de nouvelles connexions. Le docteur Pulvermüller était convaincu que la thérapie par contrainte induite pouvait être adaptée afin d'obliger les patients aphasiques à reparler. Comment faire? On n'allait pas leur mettre quelque chose sur la bouche. Alors on a développé un contexte de communication qui oblige le patient à s'exprimer. Il a entamé une collaboration avec le neurologue Marcelo Luis Bertier de l'Université de Malaga en Espagne. Les deux hommes testent une nouvelle thérapie sur des patients souffrant d'un AVC chronique. Des gens incapables de communiquer autrement que par des mots simples ou des gestes depuis parfois plusieurs années et à qui on n'avait laissé aucun espoir d'amélioration. L'important, c'est que le patient recommence à communiquer dans des situations quotidiennes. Viande, c'est une Côtelette. C'est ça. Dans ces séances, ce n'est pas une moufle qui crée la contrainte, ce sont les règles du langage. Allez-y. Viande. Le patient n'a pas le droit de montrer du doigt. C'est contraire à la règle. C'est une sorte de contrainte, si vous voulez. Un outil. Au début de la séance, chaque patient reçoit un jeu de cartes illustrées et doit demander aux autres la carte correspondante. Oui, j'ai la carotte pour la donner à ton lapin. Très bien. Afin de renforcer les changements plastiques du cerveau, cette thérapie se poursuit de façon intensive pendant 2 semaines. À mesure qu'il progresse, la thérapeute encourage les participants à élaborer des phrases de plus en plus complexes. Antonio, tu pourrais me donner le ballon vert, s'il te plaît? Oui. Oui, Christina. J'ai bien la balle. Le ballon orange. Vert. Vert? Tu peux me le donner? Ça paraît très simple de demander un objet sur une carte. Mais ces actions simples entraînent d'énormes progrès. Si les règles changent très progressivement, ces patients parviennent à réapprendre le langage et à établir de nouvelles connexions cérébrales. Oui, ciao, j'ai un parapluie vert. On fait des phrases sans même y penser. Depuis quelques années, nous vivons une véritable révolution dans le domaine de la neuroplasticité. L'IRM a montré que lorsque le cerveau reconnaît et comprend des mots ou des phrases, l'aire du langage n'est pas la seule zone activée. D'autres régions liées aux circuits visuels et moteurs le sont également. On voit très clairement que la compréhension du langage a des répercussions sur le système moteur.
Si j'entends le mot saisir ou bien donner un coup de pied, on constate une activation non seulement des aires du langage, mais aussi du système moteur. Devinez où? Désormais, on peut utiliser un système pour aider l'autre à retrouver un fonctionnement normal en cas de lésion. Les docteurs Berthier et Pulvermüller travaillent à renforcer l'action de la thérapie du langage par contrainte induite. C'est l'ère du langage du réseau périsylvien. Le cerveau de patients victimes d'AVC présente une diminution de certains neurotransmetteurs, les substances chimiques qui relaient les informations entre les neurones. Berthier et Pulvermüller étudient comment le donépésil et la mémantine, deux médicaments utilisés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, pourraient accroître l'activité neuronale dans les zones endommagées. Je me souviens de l'un des premiers patients à qui j'ai administré du donépésil. Il m'a appelé 3 jours après le début du traitement pour me dire « J'ai senti comme un déclic dans mon cerveau et j'ai commencé à guérir ». 61% des patients ont fait d'énormes progrès. El Mundo, s'il vous plaît. Et avec les médicaments, ce chiffre passe à 86%. Chaque jour, je fais des choses dont j'étais incapable. Et j'ai aussi beaucoup plus envie de les faire. J'ai mis au point des petits trucs pour m'en sortir, parce que je sais qu'il y a des choses dont je ne serai plus jamais capable. Mais il y en a aussi beaucoup que j'arrive à faire. Bonjour. Bonjour. Un café au lait, s'il vous plaît. Certains jours, je m'étonne moi-même. Il fait chaud, hein? Ça me sidère tellement que je le note pour ne pas l'oublier. Même 5 ou 6 ans après avoir fait un AVC, ces patients ont amélioré de façon spectaculaire leurs aptitudes au langage en 2 semaines d'entraînement intensif. J'ai oublié la couleur. Si les scientifiques admettent qu'une lésion cérébrale n'est pas seulement une lésion, mais aussi une formidable opportunité, nous pourrions assister à une véritable révolution au cours des 20 prochaines années. Sofia Vinogradov a consacré sa carrière à étudier la schizophrénie, une psychose dans laquelle le malade ne distingue plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est une fenêtre ouverte sur le fonctionnement du cerveau, une réflexion sur ce qu'est la mémoire et toutes ces questions fascinantes. Mais je trouvais très frustrant que rien dans cette branche n'encourage des idées nouvelles sur la façon d'aider les malades à aller mieux. Lorsqu'elle s'est rendue compte que même malade, le cerveau d'un schizophrène n'en était pas moins doué de plasticité, elle a envisagé de nouvelles approches thérapeutiques. Si sa méthode est la bonne, et tout tente à le prouver, d'ici quelques années, les schizophrènes seront soignés d'une façon complètement différente. C'est la pire des maladies. On vit dans un isolement total. On a peu d'amis et de contacts avec les autres. Les voix qu'on entend dans sa tête sont parfois très effrayantes. Quand je suis tombée malade, j'entendais « tue, tue ». Je ne savais pas quoi faire. Je me considérais comme un témoin silencieux de l'horreur. C'est l'enfer, une espèce de 4e dimension. On ne sait pas ce qui arrive à son enfant, on ne comprend pas son comportement et on n'a personne à qui s'adresser. C'est dans ma tête. Mais je ne peux pas me mettre en congé de ma tête. Tout le monde prend des vacances de temps en temps, pas moi. Molly Amaker dirige un centre dans la banlieue de San Francisco
où les personnes qui souffrent de maladies mentales, dont la schizophrénie, trouvent aide et réconfort afin de se réintégrer dans la société. Pour les familles, ce diagnostic est l'équivalent d'un cancer. Je le sais parce que le jour où ma propre fille est tombée malade et a été déclarée schizophrène, ça a été une douleur terrible. C'est comme si elle nous avait été enlevée. Il y a 6 ans, la fille de Molly, Elita, a commencé à entendre des voix. C'était très lié à mes cours de yoga. Je croyais que mon prof m'envoyait des messages télépathiques. Ça a été le début. J'entendais des voix en permanence. Le plus angoissant, c'est que j'étais convaincue qu'elles étaient vraies. Les voix disaient « Tu es télépathe, tu as des pouvoirs surnaturels ». Ça me plaisait. Mais elles me disaient aussi des trucs horribles. Par exemple, que toute ma famille était séropositive. C'était très perturbant. Les schizophrènes présentent généralement 3 types de symptômes. Les premiers sont appelés symptômes positifs. Ça inclut les hallucinations et les délires. Les deuxièmes sont les symptômes négatifs. Apathie, incapacité à exprimer une émotion et comportement ou action dépourvus d'objectifs précis. Les troisièmes sont des troubles cognitifs, problèmes de mémoire et de concentration, voire d'organisation de la pensée. La schizophrénie se caractérise par de nombreuses déficiences cognitives qui touchent des domaines essentiels au bon fonctionnement du cerveau, comme la capacité à maintenir son attention. Le signal est comme dispersé. Il n'est pas aussi précis qu'il le faudrait. Du coup, le cerveau doit lutter contre un tas de bruits parasites. Le fait que le cerveau ait du mal à recevoir le signal affecte de nombreux aspects du quotidien. Ça va devenir beaucoup plus difficile, par exemple, d'intégrer une information nouvelle. Les neuroplasticiens ont montré que des exercices cérébraux pouvaient permettre à des enfants souffrant de troubles de l'apprentissage de retrouver un fonctionnement normal. Il semblait donc logique de se demander si la même méthode pouvait s'appliquer aux schizophrènes. Le docteur Michael Merzenich est une sommité dans le domaine de la neuroplasticité, en particulier parce qu'il travaille hors de son laboratoire afin d'aider les malades d'une manière plus concrète. Le cerveau est plastique, même chez un sujet schizophrène. Ça veut dire qu'il est possible de le corriger. Ses idées étaient fascinantes. J'avais très envie de voir comment les mettre en pratique, mais je gardais aussi une bonne dose de scepticisme. J'avais une approche très nihiliste selon laquelle un cerveau malade est irrémédiablement cassé. Dans ce cas, comment le guider dans une direction plus adaptée ? Ce qui peut rendre cette chose possible est un jeu vidéo tout simple. Simple en apparence seulement. En réalité, c'est un outil extrêmement sophistiqué destiné à stimuler le cerveau afin qu'il répare les zones moins performantes. Par exemple, les schizophrènes ont des difficultés cognitives avec le traitement de la parole. Retrouver ces mots, les reconnaître ou les encoder. Autant de fonctions indispensables pour traiter des informations dans une mémoire qui fonctionne. Cette incapacité fondamentale à mémoriser les choses est connue depuis longtemps. Mais on peut obtenir une certaine amélioration grâce à un entraînement intensif. Des jeux vidéo ont été mis au point pour tenter de corriger ce déficit et d'autres dans le cerveau des patients schizophrènes. Michael Merzenich et une équipe de neuroscientifiques dont fait partie le docteur Henry Manke ont conçu des exercices d'une simplicité trompeuse. Je vais vous montrer celui intitulé « Haut ou bas ». Il fait travailler le système auditif et vise à améliorer la vitesse de traitement de l'information. Écoutez bien. On entend 2 bruits. L'un descend, l'autre monte. Et je dois indiquer à l'ordinateur, le premier son descend, le second monte.
Quel est l'intérêt? Eh bien, il est important d'entendre rapidement, car pour suivre une conversation faite d'une succession de sons rapides, il faut que votre cerveau soit capable de garder le rythme, sinon vous perdez le fil. C'est le genre de problème de mémoire auquel sont confrontés les schizophrènes. Au début, les exercices sont faciles pour que même les sujets les plus atteints puissent les faire. Et puis, la difficulté augmente et le patient finit par améliorer nettement ses performances. On a décidé de mener une étude sur l'efficacité de cette méthode. Au départ, je m'intéressais surtout à l'aspect pratique. Des schizophrènes accepteraient-ils de participer? Et si oui, est-ce que ça marcherait? Quand l'équipe fait savoir qu'elle recherche des volontaires, la fille de Molly Amaker se présente. La première fois que j'y suis allée, je suis ressortie absolument furieuse. Je n'étais plus sous médicaments et les voix me disaient « ne le fais pas ». Je n'avais pas toujours envie de faire les jeux vidéo. Je me disais « oh, encore ce truc ». Mais parfois, je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon cerveau. J'avais l'impression d'être un peu plus concentrée. Les améliorations se sont avérées plus probantes que je ne l'imaginais. 12 patients suivent l'entraînement cognitif. Étonnamment, chez ceux qui suivent l'entraînement, on note une augmentation de la vitesse de traitement de l'information, ainsi que des progrès au niveau du langage et de la mémoire verbale. On a constaté que les progrès obtenus étaient très importants, au point que ça pourrait se ressentir dans la vie quotidienne. Les IRM ont aussi montré que le cerveau des participants changeait. Lors des processus de réflexion profonde, les patients utilisaient désormais la même zone que des personnes non schizophrènes. C'est super. Oui, c'est super. C'est la preuve de la neuroplasticité. Aujourd'hui, je considère qu'Elita est guérie. Elle est redevenue elle-même. Je me sens bien, mais ça pourrait aller encore mieux. Parfois, j'ai un peu de mal à accepter le fait que je suis schizophrène. Je prendrai sûrement mes médicaments toute ma vie. C'est un outil génial pour guérir. Les médicaments aident Elita à gérer ses hallucinations et ses délires, mais ils n'améliorent en rien ses déficits cognitifs. C'est là qu'intervient le travail de Sofia Vinogradov. On sait que le cerveau d'une personne souffrant de schizophrénie présente des anomalies. Nos travaux montrent qu'après l'entraînement cognitif, les schémas d'activation cérébrale se sont normalisés. Mais elle et ses collègues savent que les améliorations progressives dues aux jeux vidéo sont moins rapides que celles liées à la prise de médicaments. C'est pourquoi ils ont décidé de tester leur théorie sur des malades souffrant d'autres symptômes de type schizophrénique. Leurs recherches ont démontré que ce petit jeu vidéo a un potentiel énorme. Quand une maladie mentale grave n'est pas soignée, les conséquences sont malheureusement visibles dans toutes les grandes villes du monde. Sofia Vinogradov mène une étude dans le centre-ville de San Francisco. Son but est de déterminer les effets du traitement neuroplastique sur des personnes atteintes de schizophrénie depuis très longtemps. Autrement dit, les malades chroniques. Souvent, les schizophrènes ont des difficultés cognitives à résoudre les problèmes. Ils ont du mal à garder un emploi, à entretenir une relation amoureuse ou à fonctionner au quotidien. Une méthode qui permet d'améliorer les capacités à résoudre les problèmes est un progrès énorme pour ces malades. Charles Stackhouse souffre de schizophrénie depuis 41 ans. Vous entendez encore des voix? Tout le temps. Que vous disent-elles? C'est plus un murmure aujourd'hui. Je les ignore parce que mon traitement est efficace. Du coup, j'ai un peu de recul. Vous les avez entendus aujourd'hui? Bien sûr, sans arrêt. L'idée est de proposer une remédiation cognitive afin d'améliorer les performances du cerveau dans le domaine de la pensée et de l'apprentissage. Et nous avons aussi des exercices pour que ces personnes puissent être capables de retravailler.
Ça demande beaucoup d'efforts. Je dois me concentrer. Mais j'ai l'impression de progresser en suivant ce programme. On est en train de mettre au point de nouveaux exercices qui ciblent des zones sur lesquelles on n'a pas encore travaillé, notamment celle de la cognition sociale, la capacité à analyser les informations qui permettent de lire l'expression d'un visage, d'interpréter les nuances dans la voix. Ce sera un test très concret. Que vous a apporté le traitement? J'ai l'impression de me réveiller. Depuis que j'ai commencé, je m'investis beaucoup plus dans les choses. Vous avez fait du très bon boulot. L'étape suivante sera d'appliquer notre méthode à des patients très jeunes. L'idée, c'est que si on intervient très tôt dans l'évolution de la maladie pour améliorer la cognition, ça pourrait changer le cours de l'existence d'un malade. Hallie Farwood a 21 ans. Elle n'est pas schizophrène, mais présente des symptômes avant-coureurs de la maladie. Au lycée, j'ai fait une grosse dépression. J'ai dû être hospitalisée pendant quelque temps. Il y a 2 ans, elle a commencé à avoir des hallucinations auditives. J'avais sans arrêt l'impression d'entendre des petits bruits électriques, une sonnerie de téléphone ou le petit ding qui annonce qu'on a reçu un mail. Ou bien je croyais que le ventilateur était resté allumé, alors que ce n'était pas le cas. Hallie correspondait exactement au genre de personne que Sofia Vinogradov cherchait. Ses collègues et elle-même s'efforcent en effet d'identifier des personnes qui ne souffrent pas encore de schizophrénie, mais qui présentent déjà des signes précurseurs de cette maladie. Ils n'ont pas encore de vraies hallucinations, mais de temps en temps, ils ont des idées ou des centres d'intérêt à la limite de la normalité, sans qu'il ne s'agisse de véritables délires. On essaie de cibler l'année ou les 2 ans avant que la maladie ne se déclare vraiment. On part de l'hypothèse que l'entraînement cognitif va améliorer l'attention et la mémoire et prévenir l'apparition de la psychose proprement dite. Dans mon souvenir, le programme était assez monotone. Quant à ses bienfaits, je n'ai pas l'impression que ça a eu un effet particulier sur moi. J'ai toujours une imagination débridée. Tout repose sur l'idée de faire travailler le cerveau. Comme tous les exercices, la difficulté va croissant et l'amélioration prend du temps. Parfois, le patient lui-même ne la sent pas, mais les tests et les analyses le confirment. On a été surpris de découvrir dans le sang un marqueur de ce changement, le BDNF. Le BDNF est un facteur neurotrophique que l'on trouve dans le cerveau. C'est une sorte d'engrais cérébral. Les schizophrènes ont un taux de BDNF plus bas que la normale. Mais après 10 semaines d'entraînement cognitif, ce facteur remonte à un niveau normal. Ceci a prouvé qu'il y avait un changement biologique dans les systèmes cérébraux des sujets qui avaient suivi l'entraînement. Un changement qui avait un lien avec la présence de cette molécule, le BDNF. Ça a un impact d'ordre médical. Le cerveau change sur le plan physique, chimique et fonctionnel. D'ailleurs, la stimulation de ces processus naturels complexes permet d'obtenir un changement bien plus important qu'avec des médicaments. À présent, Sofia Vinogradov espère voir se développer une nouvelle approche dans le traitement de la schizophrénie. Un traitement à 3 niveaux différents. Le premier, ce sera les médicaments. Le deuxième, une forme d'entraînement cognitif. Et là, j'espère que nos travaux serviront de référence. Et le troisième niveau, une fois que le cerveau fonctionnera déjà de façon plus efficace, consistera à faire acquérir aux patients les capacités d'adaptation au travail et aux situations sociales qui seront nécessaires à l'amélioration de leur état. Donc, ce
sera vraiment un traitement en 3 axes. L'étude que dirige Sofia Vinogradov sera terminée dans quelques années. Le traitement de la schizophrénie dans le monde entier pourrait alors connaître une véritable révolution neuroplastique. On a toutes les raisons d'avoir bon espoir. On a appris que plus on intervient tôt, meilleurs sont les résultats. On commence à mettre en œuvre des méthodes originales auxquelles personne n'avait réellement pensé. On peut espérer que les patients guériront et mèneront une existence agréable. On ne s'est pas contenté de travailler sur des cobayes et de publier les résultats dans une belle revue. On a réussi à mettre au point une méthode nouvelle pour les aider à vivre mieux au quotidien. D'ailleurs, de nombreux patients sont très heureux du résultat. La neuroplasticité nous montre que nous pouvons faire des choix par rapport à ce que nous dicte notre cerveau et apprendre à concentrer notre attention différemment. Et quand on fait ça, notre cerveau agit pour notre bien. Quand on pense neuroplasticité, on a tendance à ne voir que la faculté à développer des comportements plus souples. En fait, la neuroplasticité n'est pas forcément notre amie, parce qu'elle peut aussi entraîner des comportements rigides comme les TOC et le SSPT, voire des psychoses, quand le circuit des pensées négatives s'ancre toujours plus profondément dans le cerveau. En revanche, comprendre les mécanismes de la neuroplasticité peut nous aider. Car aujourd'hui, dans de nombreux cas, nous pouvons renverser le cours de maladies que l'on croyait incurables. La semaine prochaine, nous verrons en quoi les robots pourraient devenir des remèdes contre la démence. Et dans un instant, un témoignage poignant, celui d'un ancien informateur palestinien qui raconte sa vie clandestine en Israël.